Dominique. Aujourd'hui, nous t'accueillons. Tu vas nous parler de ton nouveau livre. Tu es ostéopathe, conférencier, formateur, yoga et ostéopathie. On t'écoute. À toi. Bonjour Kat, bonjour Serge. Ravi de vous accueillir et de m'adresser à vous et vous présenter cet ouvrage. On va commencer par une petite démonstration physique, si vous voulez bien. Serge, tu veux venir s'il te plaît? Donc, précédemment, dans une autre vidéo, je vous avais présenté la position sur le dos, Savasana. Est-ce que tu as envie de te mettre sur le dos? Voilà. Voilà, en Savasana, la position de repos, c'est la position du corps complètement allongé, comme vous le voyez, et allongement des fémurs, des tibias, allongement de la colonne vertébrale, des lombaires, colonne dorsale, colonne cervicale, la tête, les bras de chaque côté. Donc le corps est véritablement dans une position de repos. Bien, donc c'est une position où tous les organes, tout le système musculaire, le système nerveux est au repos, et une position telle que les éléments anatomiques qui font la corporéité sont dans une position de relâchement, de détente. Eh bien, on va changer de position. Serge, si tu veux bien, on va se mettre en position Tadasana. Et Tadasana, en quoi ça consiste? C'est un transfert de la position au sol dans une position verticale. Et donc, pour bien l'apprécier, la meilleure solution, c'est de se mettre contre un mur. Donc voilà, on ne va pas la détailler, cette position. On va simplement demander au sujet de sentir qu'il est dans la verticalité et c'est le mur qui lui permet de s'ajuster. Donc là, comme vous voyez, avance un tout petit peu plus les talons, voilà, pour pouvoir poser ton sacrum au contact du mur. À partir de là, les deux membres inférieurs sont en extension, vous le voyez à hauteur des genoux, hein, on retrouve bien l'alignement du tibia par rapport au fémur. Hein. Comme dans la position couchée, on se retrouve avec ce creux lombaire, je peux passer ma main dans la région lombaire, la courbure dorsale moyenne est au contact du mur et l'occiput de la tête est en contact avec le mur. Donc voici la position statique où le sujet est dans une disposition harmonieuse de tout son système musculo-squelettique. Donc il faudrait avoir en quelque sorte en permanence, lorsqu'on adopte cette position debout, il faudrait avoir en permanence cette référence au placement du corps dans l'espace à travers une verticalité virtuelle, mais là, en l'occurrence, qui est bien matérialisée par le mur. Voilà, c'est simplement ça. Donc, si vous voulez, ça, c'est la pierre d'achoppement de tout le travail qui va être expliqué dans le livre. Voilà, merci Serge. Bon, je vais prendre un petit coussin. Montre-nous le livre. Oui, bien sûr. Donc, voilà le livre en l'occurrence, qui a été publié au mois de décembre 2022 et que l'on peut trouver auprès de Kat, Serge et de moi-même. Bon, je vais prendre celui-ci parce que je l'ai trouvé très bien celui-là. Et c'est très important d'être bien assis. Bien sûr. Oui, parce qu'en bien étant assis, on doit retrouver dans la position assise la position de la colonne vertébrale lorsque Serge était debout. Bon, pour vous parler de ce nouveau livre, il faut d'abord que je vous parle du premier. Pourquoi? Parce que ce second livre est l'aboutissement d'un cheminement, d'un travail de réflexion qui a duré 20-30 ans, qui au moins a pour base le premier livre. Dans ce premier livre, il y a 20 ans, c'était à la suite de ma pratique professionnelle et d'une pratique d'une vingtaine d'années de yoga à Iyengar. Donc, vous voyez... Oui, il a beaucoup servi ton livre, c'est pour ça que j'ai montré le nôtre. Il me sert professionnellement. La couverture, en fait. Avec beaucoup de notes, il y a beaucoup de notes, vous voyez. On a beaucoup de kinés qui suivent nos cours, qui parlent de ton livre hein, et qui disent que c'est une référence pour eux.
C'est très gentil. Donc, ce livre a été Comment entretenir et protéger son patrimoine physique a été publié en 99. Et en fait, c'est un guide. C'est un véritable guide qui a été établi selon une méthodologie jamais réalisée, rigoureuse, simple, et qui consiste à proposer un éventail de 300 postures classées par niveau articulaire et selon l'organisation du corps humain. Donc, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé auparavant, ce qui veut dire que vous avez des chapitres suivants. Un premier chapitre sur les pieds et les chevilles, donc toutes les postures sur les pieds et chevilles. Ensuite, un chapitre sur les genoux, toutes les postures à partir des genoux. Un chapitre sur les hanches, un chapitre sur les lombaires, un chapitre sur la colonne dorsale, un chapitre sur les membres supérieurs. Je montre quelques pages internes, en fait, Oui. pour voir comment ça se présente. Donc, à l'époque, effectivement, il est en noir et blanc. On n'avait pas la technologie actuelle. Membres supérieurs et qui se termine par les équilibres. Donc, vous voyez, je suis arrivé à cerner tout le travail, toute la pratique des postures que l'on fait en yoga, en les classant selon leur application biomécanique. Donc c'est un travail fondamental qui permet à chacun de cibler le travail qu'il s'impose et qu'il veut appliquer à ses différentes parties corporelles. Bien. Donc ça a été le travail de base. C'est sorti en 1999. Et puis, le temps a passé, nous sommes 22 ans après, et ce livre est en fait une réflexion lointaine, une réflexion qui s'est étalée dans le temps sur comment vieillissait le corps. J'ai approfondi cette question, comment vieillissait le corps, et ce que l'on pratiquait le plus actuellement dans le type d'exercice qu'on pratiquait le plus, et en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait concevoir comme travail simple pour chacun au quotidien, entretenir de la meilleure façon possible sa corporalité. Bon, donc, c'est une somme de réflexion qui s'est faite progressivement et qui a demandé beaucoup de temps. Voilà, donc on peut le distinguer en deux grandes parties. Une partie qui va être relative à comment on entretient son corps, comment il se déforme, comment il vieillit, quelles sont les grandes notions appliquées pour soi-disant l'entretenir du mieux possible, et dans une deuxième partie, ce que je préconise à travers toute cette expérience. Bon, donc dans la première partie, brièvement, l'introduction vous donne tout à fait le plan et vous donne le contenu, un résumé du contenu. L'introduction complète est visible sur ton site internet. Oui. On peut la consulter, on peut la lire dans son intégralité. Oui, c'est vrai, oui, c'est très bien sûr. Ensuite, il y a 3 pages, vous voyez, 3 à 4 pages sur le système osseux, 4 pages sur le système musculaire, donc c'est assez bref, les repères du corps dans l'espace, ça c'est du fondamental qu'il ne faut pas passer à côté, bien sûr. Puis on vient tout de suite sur la partie du vieillissement. Hein, et comment se fait le vieillissement du système musculo-squelettique. Quelques pages. Voilà. Alors, il est très richement illustré. Hein. Là, avec des photos tout en couleur, hein, bien sûr. Il y a des codes couleurs par chapitre. Alors, il y a quelques pages ensuite sur le processus de vieillissement. Et vous allez voir que ce processus de vieillissement, il se fait dans la flexion. Il ne se fait pas dans l'extension. Et c'est cette flexion au fil du temps qui fait que le corps se tasse, que le corps revient à une position fétale. C'est pour cela que
je vous ai présenté, Serge, dans la position statique, où tous les segments sont placés harmonieusement dans l'espace. Or, dès que vous faites une simple action de vous laver le visage, de mettre la couvert, de faire de la cuisine, d'écrire sur un plan, vous êtes dans la flexion. Tous nos actes à partir de la position nous amènent dans la flexion. Et c'est... Est-ce que Serge peut nous montrer un peu que ce soit plus clair? Qu'est-ce que c'est que toutes ces flexions? Oui, oui, bien sûr. Un petit peu, parce que c'est pas si évident que ça. Parce que c'est tellement habituel. On va demander à Serge de ramasser cet objet. Voilà, regardez, top. Vous voyez, il a fléchi, voilà. Il a fléchi les chevilles, il a fléchi les genoux, il a surtout fléchi la colonne et c'est arrondi ici parce qu'il n'a pas cherché à le faire de la position la plus adaptée possible, la plus efficace possible. Et puis il a fléchi les coudes, etc., le poignet. Donc voilà. On ne sait plus faire autrement. Et on ne sait pas faire on ne sait plus faire autrement. Et comment il faudrait faire, par exemple, juste nous montrer s'il n'était pas en flexion? Ah ben, il faudrait mettre un genou au sol, carrément, voilà, un genou au sol, maintenant il se remet dans la flexion, mais en mettant un genou au sol, il rapproche sa main du sol. Ça, c'est le bras de levier qui permet de saisir le livre. Mais l'idéal, comme je vous l'ai dit par rapport à la position debout, c'est de conserver la neutralité de la colonne vertébrale. Donc il devrait rester dans une position de lordose lombaire, d'antéversion du bassin, de lordose lombaire, de neutralité dorsale et de neutralité cervicale. Voilà. Tous nos gestes... Qui la plupart du temps se fera comme ça. Oui, bien évidemment. Ouais. Tous nos gestes doivent se faire autour de la neutralité verticale. Oui. Donc on en revient à la position initiale que je vous ai présentée, debout, qui est le transfert de la position horizontale dans le sol. Et ça, c'est valable pour se laver, c'est valable pour faire la cuisine, c'est valable pour repasser, c'est valable pour lire, c'est valable pour ramasser des objets, pour faire son jardin, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est une notion très importante. Donc, on présente les systèmes, et puis, comment se fait la déformation du corps? Passe par la flexion, bien évidemment. Et vous avez, par exemple, une petite image. Oui, ça, je l'ai montré, là, c'est extraordinaire, cette image-là. Sur le bord de la rive. Voilà, je la remontre là. Mais en fait, ce processus de vieillissement où on est en flexion, ça commence chez les jeunes. Ça commence très jeune. On voit dans les arrêts, dans le bus, tout ça, les jeunes sont très. Et vous l'avez vu aussi putés, dans le livre, je montre deux personnes assises au bar, où le dos est complètement arrondi. Et ça, c'est dramatique pour la colonne vertébrale. C'est pas dramatique dans l'instant, bien entendu. Dans l'instant, la personne s'y met, elle boit son café ou sa bière, bon, elle trouve, il y a du soleil, il y a de l'ambiance, tout va bien. Mais c'est dramatique pour la longévité. C'est la répétition. En fait, quand tu dis flexion, c'est aller vers se voûter. C'est aller dans la voussure dorsale, voussure lombaire, rétrécissement des articulations, fermeture des articulations. Bon, et ensuite... Ça n'arrange pas la respiration non plus. Ah, ça n'arrange pas la respiration, forcément, bien sûr. Et alors après, eh bien, je vous propose les postures de sauvegarde en 4 étapes. Donc, on rentre dans la pratique voilà. Les postures de sauvegarde en 4 étapes, où on est en photo tous les deux à côté. Voilà. Très bien. Bien. Alors, dans la première partie aussi, il y a une partie où je conteste certaines pratiques, notamment la pratique de la rétroversion du bassin qui est couramment enseignée à l'heure actuelle depuis des dizaines d'années. On dit que pour soulager les lombaires, pour neutraliser les effets négatifs d'un lumbago ou autre, il faut se mettre en rétroversion. Et c'est très appliqué
dans la thérapeutique, thérapeutique kinésithérapeute, entre autres. Hein, c'est très appliqué dans les cours de gymnastique, dans les cours de yoga, on le voit encore. Or, pour moi, c'est une hérésie, c'est une grossière erreur. La rétroversion du bassin est complètement pathologique, hein, parce qu'on fait jouer la charnière L5-S1 et on fait jouer la charnière L4-L5. On fait anormalement glisser les plateaux vertébraux les uns par rapport aux autres. Donc la rétroversion du bassin est toxique. Elle est véritablement toxique et seule l'antéversion du bassin est physiologique. Et ça, c'est une règle d'or. Autrement dit, on devrait systématiquement préserver l'antéversion chaque fois que l'on se baisse. On devrait se tenir déjà au repos dans une position d'antéversion du bassin. Ça veut dire le bassin, si mes pouces sont à l'arrière du bassin, mes autres extrémités sur l'avant du bassin, eh bien c'est ce mouvement vers l'avant. Et ce mouvement vers l'avant, vous voyez, quand je le fais là, il projette l'abdomen vers l'avant. Pourquoi? Parce que là, on se replace dans la lordose. Hein? Et souvent, il y a aussi une image plutôt féminine qu'il faut avoir un ventre plat. Hein, il y a une pression sociale par rapport à ça. Pression sociale. D'avoir un ventre très plat. Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. D'avoir le plat. Enfin, Or, c'est une erreur. L'abdomen demande de l'espace et il ne peut l'avoir qu'à l'avant. Il ne peut pas l'avoir à l'arrière. Donc, ce placement d'antéversion provoque effectivement une convexité de la lordose lombaire et donc une poussée de l'abdomen vers l'avant. Mais si vous avez une tonicité normale et que vous avez une alimentation normale, vous n'avez aucune raison d'avoir un abdomen proéminent. Voilà. À partir de cette lordose, la colonne dorsale peut se placer harmonieusement, ainsi que le thorax, puisque quand on parle de colonne dorsale, on parle de thorax, hein, et les ceintures scapulaires, les membres supérieurs et le placement de la tête. Donc, tout s'organise à partir de l'antéversion du bassin. Autrement dit, dans les postures, dans la deuxième partie, je vais vous proposer les postures relatives au bassin. Ce sont des postures relatives à la hanche, bien entendu, puisqu'on utilise son appareil locomoteur pour se déplacer. Donc, c'est les deux hanches qui sont le point de départ des déplacements des deux membres inférieurs. Donc, premier temps, je mets en cause la rétroversion. Pourquoi? Parce qu'on s'établit dans l'espace à partir de notre centre de gravité, qui est au niveau du sacrum, donc à partir du bassin. Autrement dit, je ne vois pas comment on peut aborder autrement les corrections corporelles sans passer par le bassin. Et c'est l'antéversion du bassin. Et pour faire l'antéversion du bassin, eh bien, on utilise les hanches, et notamment l'extension des hanches, la rotation externe des deux hanches, hein, et l'extension, l'ouverture latérale, ou dite abduction. Donc, on va se trouver avec deux postures qui permettent cette extension, hein, qui permettent l'extension des deux genoux aussi. Eh bien, c'est Supta Padangusthasana. Hein, et les rotations, on va trouver cet enchaînement des rotations. Donc, vous en avez plusieurs. On va les résumer. Voilà. Le bassin, on l'a vu. Bassin d'antéversion avec Supta Padangusthasana, Supta Virasana, mais Supta Virasana plus tard. Et les hanches, on se retrouve avec posture 3 majeure, posture 4, posture 5, posture 6 majeure, posture 8 majeure. C'est le niveau où il y en a le plus. Hein? Tout ça, ces postures nous permettent de lutter contre la flexion, nous permettent de lutter donc contre l'enraidissement de la hanche, des deux hanches, nous permet de récupérer, pardon, j'ai dit lutter contre la flexion, oui, de gagner en flexion, donc de gagner contre la limitation de la flexion, hein, et c'est à voir. Oui, en fait, nous, on va s'en mêler un peu les pinceaux, là, parce que tu parles de flexion, de se voûter le dos, mais les hanches, en fait, c'est qu'elles n'arrivent plus à se plier.
Alors, on est confronté à deux choses. Tu vois, c'est dans ça la qu'il faut hanche. un peu éclaircir là. Hein, parce que... On est confronté à deux choses. C'est la perte de flexion complète. La perte de flexion complète empêche la flexion du tronc par rapport aux membres inférieurs, dans la position debout. Et d'autre part, la perte de flexion de la hanche. Perte de flexion de la hanche, donc en perte de et la perte d'extension, pardon, fait que on déambule difficilement, on perd de la capacité de déambulation, on perd de la capacité à se déplacer dans l'espace, à monter des escaliers, etc. Donc, il y a dans la hanche deux paramètres, la flexion indispensable pour faire des gestes du tronc vers l'avant et l'extension pour avoir une déambulation correcte. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que Voilà. d'une part on dit attention, on est trop en flexion, mais c'est le dos. C'est le dos. Et pour être moins en flexion du dos, il faut que la hanche, elle arrive, elle, à faire sa Voilà. flexion en fait. Voilà, pourquoi c'est là où il ne faut pas se mélanger les pinceaux. En fait. Oui, mais tu as Oui. tout à fait raison. Oui, parce que ça parle de flexion, mais dans un cas, c'est mauvais, c'est une conséquence, et dans l'autre, on peut le travailler en fait. Oui, et il faut apporter aussi une raison à cela. C'est toutes nos activités maintenant se font à partir des positions assises. Or, dans les positions assises, on n'entretient pas la flexion de la hanche. On met une demi-flexion. Où vous entretenez une vraie flexion de la hanche, c'est quand vous vous accroupissez complètement pour écrire au sol, ou comme je suis par exemple. Là, on va plus loin dans la flexion. Hein, ou lorsque je me mets dans ces positions-là, là, je vais dans une flexion complète. Hein, ou à peu près complète. Hein. Et donc, ces positions-là, on ne les entretient pas. Et c'est pour cela que la flexion est une priorité dans le travail pour l'antéversion du bassin. Et maintenant, la deuxième priorité, c'est l'extension pour pouvoir marcher d'un pas rapide, pour pouvoir monter des escaliers, pour pouvoir se mouvoir dans l'espace. En fait, la hanche, il faut la travailler un peu dans toutes les directions. Il faut la travailler dans toutes les directions, mais avec ce souci d'approfondir particulièrement la flexion et les rotations externes, l'ouverture latérale, donc, et l'extension. Voilà. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette partie qui concerne le bassin et les hanches. Après, je développe la lordose lombaire. Qu'est-ce qui est important au niveau du placement de la colonne vertébrale dans l'espace? C'est la lordose lombaire. C'est l'achoppement du placement de la colonne vertébrale. Or, dans notre société à l'heure actuelle, on dit qu'il faut délordoser. Et ça, depuis des décennies, on entend cette notion délordoser. Il faut se méfier de la lordose est dangereuse. Or, c'est tout à fait l'inverse. La lordose, elle est physiologique. Délordoser, c'est mettre le bassin en rétroversion, c'est effacer la lordose. Autrement dit, on vous dit, lorsque vous êtes sur le dos, collez vos lombaires au sol, rentrez l'abdomen. Et ça, moi je m'insurge contre cette notion, et elle est incompatible avec le placement du squelette, de la colonne vertébrale dans l'espace. Totalement incompatible. Il faut absolument être dans cette intéversion du bassin, dans cette projection de la troisième lombaire à l'avant, vers le nombril. Donc il faut, quand vous êtes debout, il faut chercher à pousser le nombril vers l'avant de façon à vous placer dans la lordose. Parce que l'empilement des dorsales s'adapte à la position, à l'empilement des vertèbres lombaires. Alors, souvent les gens nous disent, mais on m'a dit que j'étais trop cambré. Non, alors ça c'est une... Mais on l'entend souvent, enfin, c'est bien vrai que sûr, je te le dis. bien sûr, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Pour répondre à ça, on m'a dit que j'étais trop cambré. J'ai derrière moi des dizaines de milliers d'examens de colonne lombaire et j'ai toujours été amené à pousser les gens à aller dans la lordose. Hein, à 95% de cas,
j'ai trouvé des gens qui étaient dans une insuffisance de lordose. Est-ce que ça existe des gens qui seraient trop cambrés? Oui, ça existe, ça peut exister, mais ce sont des cas très spécifiques où on trouve des anomalies de hauteur des corps vertébraux. D'accord, donc c'est très rare. C'est un problème de morphologie de pièces osseuses, et là c'est extrêmement rare. Hein. Les vrais hyperlordoses, mais il n'en demeure pas moins que l'on rencontre quelques hyperlordoses liées à des psoas hypertoniques. Donc on peut rencontrer là aussi passagèrement des cas qui sont en hyperlordose avec des personnes qui ont une hypertonie des psoas. Donc ça nécessite d'adopter la posture numéro 2 qui est présentée dans le livre. Mais je vous dis bien, c'est rare, c'est beaucoup plus rare que les déficits de lordose. Pourquoi? Parce que quand on se met en position assise, dès qu'on renverse un petit peu le bassin d'arrière, on se met en rétroversion et donc on se met en effacement de la lordose et on arrondit le bas du dos. Voilà, ça c'est hyper courant puisqu'on passe de plus en plus de temps dans les positions assises. J'ai une question qu'on nous pose parce que c'est pas les pratiquants ne comprennent pas toujours bien pourquoi tu sépares les deux. Pourquoi tu parles de rétroversion et de casser de délordose? Est-ce que c'est pas automatique? Est-ce que quand on est en délordose, on n'est pas automatiquement en rétroversion? Quand on est en délordose, on est en rétroversion. Oui, les deux sont liés en fait. Sont liés. Oui, sont liés. Mais si vous voulez, c'est que il faut bien distinguer. Bien sûr que c'est lié. Si je me mets en antéversion, je vais aller vers la lordose. Et si je me mets en rétroversion, je vais aller vers la délordose. Mais ce que les pratiquants ne comprennent pas toujours, c'est pourquoi tu sépares autant les deux. Oui, parce que pour gagner l'antéversion du bassin, il faut passer par les hanches. Donc j'assimile les hanches, la charnière hanche-bassin à l'antéversion du bassin. Et j'assimile le redressement de L5, la lordose lombaire, au placement de la colonne vertébrale. D'accord. Donc cette séparation, elle est compréhensible et elle est indispensable. Oui, mais ton éclairage permet de bien comprendre pourquoi. D'accord. Dans la mesure où pour nous c'est automatique, l'un va pas sans l'autre, c'est pas évident de comprendre pourquoi tu les dissocies comme ça dans tes explications, mais c'est plus une approche ostéopathique pour moi. Oui, d'accord. Donc on a parlé de l'antéversion, on vient de parler de la lordose lombaire qui passe par la délordose. Qui passe par la lordose, qui propose de lordoser et non pas de délordoser. Et puis ensuite, on se retrouve avec le redressement en troisième partie, la colonne dorsale, donc l'ouverture de la cage thoracique. Bon, par rapport à la colonne dorsale, il faut bien comprendre que le thorax est associé à la colonne dorsale. Ils sont intimement liés. On ne peut pas parler du thorax sans parler de la colonne dorsale. Et dès qu'on parle de la colonne dorsale, des modifications de la courbure dorsale, on parle de la déformation du thorax. Dès que vous sortez d'une syphose dorsale normale, vous enclenchez un affaissement du thorax. Il faut bien avoir présent à l'esprit que le thorax est intimement lié à la colonne dorsale et que dès que la colonne dorsale se déforme, le thorax est victime de cette déformation. Il va avoir tout de suite une conséquence sur la respiration. Moi, sur la respiration et sur le cœur, sur la vascularisation. Ce qui me frappe, c'est que des fois, je vois des jeunes hommes très grands et je trouve tout plat. Ils ont une syphose et la cage thoracique, on a l'impression qu'elle est très, très plate. Absolument. Donc c'est ça, en fait. C'est une excellente remarque que tu fais. Effectivement, plus la croissance est rapide, plus les organes ont du mal à suivre cette croissance, et notamment la croissance de la position de la colonne vertébrale, qui nous amène à la position debout, parce qu'on ne peut pas. Mais par contre, le thorax, lui, ne suit pas. Et on voit des thorax assez
plat. Et ça, c'est quelque part un facteur d'insuffisance respiratoire à Oui, long terme. à long terme, oui. Et très préjudiciable, bien sûr, pour le développement de l'individu. Hein. Donc, en plus, si à vingtaine d'années, le sujet est très comment dirais-je, dans un processus de pratique de musculation, où il va se muscler l'abdomen, alors là c'est catastrophique. Parce que si déjà le sujet a un thorax qui est un petit peu affaissé, hein, plat, et qu'il muscle les abdominaux, il va encore accélérer le processus. Alors qu'il pense se faire du bien. Alors qu'il pense se faire du bien. Ah mais oui, oui, mais dans incalculable de fois, nos choix sont dans l'objectif de se faire du bien. Mais on est loin c'est dramatique. Par méconnaissance. Par méconnaissance, c'est dramatique. On est loin de se faire du bien, bien entendu. À partir du moment où vous avez une syphose qui s'arrondit un tant soit peu, l'obliquité des côtes diminue, augmente, pardon, l'horizontalité, elle augmente, et à ce moment-là, si vous faites de la musculation, les côtes basses vont se rapprocher du pelvis, donc du bassin. Hein? Et à ce moment-là, vous accélérez un processus de flexion du tronc. C'est affolant. Oui. Affolant. Ce choix de la musculation de l'abdomen sur une syphose dorsale qui est un tant soit peu déformée accélère le processus de vieillissement, accélère le processus de déformation. Et on s'éloigne de la position qu'a prise Serge tout à l'heure contre le mur, où la cage thoracique est censée être élevée, redressée, avec une pente des côtes modeste. Donc, cette partie est bien développée dans le livre à travers la posture d'extension dorsale. En fait, au fur et à mesure de notre vieillissement, on doit absolument protéger l'extension dorsale. Comme on protège l'extension lombaire, comme on protège l'extension des hanches, hein, on va protéger l'extension dorsale qui va nous permettre ensuite de protéger l'extension cervicale. Mais ce n'est pas... Ce que c'est qu'une extension, par exemple, voilà, c'est Serge Bolster. D'accord, d'accord. Et c'est cette extension, c'est pas à partir de l'extension des cervicales que vous allez redresser l'extension dorsale et que vous allez redresser l'extension lombaire. C'est à partir de l'extension des hanches, de l'antéversion du bassin, de l'extension lombaire et de l'extension dorsale que vous allez pouvoir placer la colonne cervicale dans une position neutre, harmonieuse, qui permettra de tenir la tête comme un œuf, en quelque sorte, sur sa pointe, et d'une façon à avoir un regard porté à l'horizon, porté à l'horizontale, d'avoir une bonne position des canaux semi-circulaires internes, et donc... Mais ça, il faut nous dire ce que c'est, hein. Pardon ? Les canaux semi-circulaires internes, il faut nous dire ce que c'est. Oui, eh bien, ce sont des petits canaux dans l'oreille interne où il y a le liquide, où il y a une captation des sons. Et à ce niveau-là, il faut que la tête soit bien placée pour une captation efficace. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, on perd de l'audition parce que le corps se déforme. C'est la première des choses. Si vous voulez... avoir une capacité respiratoire physiologique, c'est avoir une colonne vertébrale qui soit bien placée dans l'espace. Si vous voulez avoir une capacité visuelle optimum, une capacité auditive optimum aussi, il faut avoir une plaie qui soit bien placée dans l'espace. Mais tout ça, on ne le sait pas. Hein. Et tout ça, on n'associe pas en fait. On pense que c'est la faute, t'as pas de chance en fait. Bon bah tu deviens un peu sourd, c'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance, voilà, c'est pas de chance. Mais on ne fait pas d'association. Ça doit jouer aussi sur les troubles de l'équilibre, tout ça. Ah mais bien entendu. Bien entendu, les troubles de l'équilibre, ils trouvent leur source, oui. Leur source dans la déformation corporelle. Donc, toute cette c'est pour ça, encore une fois, je reviens à cette petite observation pratique que je vous avais montrée tout à l'heure. Il faudrait, dans le temps, toujours conserver un placement harmonieux des courbures vertébrales, des membres inférieurs, par rapport à la verticale, une verticale virtuelle. Et cette verticale virtuelle, si vous ne l'avez pas, si vous ne la ressentez pas,
placez-vous contre mur. Donc chaque matin, placez-vous contre mur. 15 secondes, pas plus, mais tout de suite, situez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je me sens par rapport au mur? Est-ce que je suis loin du mur? Est-ce que j'ai des résistances qui m'empêchent d'aller vers le mur? Et plus vous avez des résistances qui vous empêchent de vous placer par rapport au mur, eh bien, plus vous avez du travail à faire. Et ce travail à faire, il est résumé dans les 25 postures que je vous propose. Là, ces 25 postures, sachez-le, elles ne viennent pas par hasard. Elles ont fait l'objet d'un travail assidu pendant 30 ans, pendant, je pourrais même dire, 50 ans. Autrement dit, appliquez ces 25 postures, introduisez dans votre pratique physique ces 25 postures et vous allez trouver un changement considérable à votre statique et vous allez trouver une énergie, une lucidité dans votre quotidien, une capacité à prendre des décisions, à être en phase, à avoir de l'énergie pour entreprendre. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi rapidement que possible. Bien entendu, c'est résumé ensuite, 25 postures, elles sont... il y a un tableau à la fin, oui. Elles sont résumées dans un récapitulatif. Le récapitulatif voilà, des postures. Avec, donc aux pages 192. voilà, vous pouvez voir quelques-unes. Tu ne nous as pas parlé de ce que tu penses de la respiration abdominale. Ah oui, effectivement, oui. Oui, ça fait partie des choses que tu dénonces. Oui. Je te remercie, Serge, de me renvoyer sur cet aspect d'une pathologie, pour moi, qui est véritablement une pathologie de vouloir faire respirer les gens de l'abdomen. Parce que si vous parlez de respiration abdominale, ça veut dire que vous ne parlez plus de respiration thoracique. Autrement dit, le thorax ne sert à rien. Hein? Ça voudrait dire ça. Si je respire avec l'abdomen, je ne me sers plus du thorax. Parce qu'effectivement, vous ferez l'expérience, si vous voulez, couchez-vous sur le dos. Je crois qu'on l'avait fait une fois. Hein? Couchez-vous sur le dos, prenez en charge la respiration par un mouvement de l'abdomen et vous allez voir que le thorax ne bouge pas. Et si votre thorax ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ampliation des parenchymes pulmonaires. Il y a une ampliation qui va se faire uniquement par le diaphragme, parce que c'est poussée du diaphragme par là, qui est modeste, mais que vous allez forcer. Hein, et si vous forcez la poussée du diaphragme, vous forcez la pression dans l'abdomen. Et donc vous forcez la pression dans le petit bassin. Donc vous amenez à développer au fil du temps des problèmes sur tout l'appareil digestif et des problèmes sur tous les organes du petit bassin. Donc pensez au fuite urinaire, pensez au sphincter anal qui va progressivement se distendre. Donc voilà, c'est un aspect du problème. Maintenant, c'est au périnée. Sur le périnée, bien entendu. Donc c'est ça, exactement. Ça perturbe la digestion aussi, hein, tout ça. Digestion et tout le plancher pelvien. Hein? Distension du plancher pelvien. Donc fuite urinaire, fuite anale, etc. Donc c'est catastrophique sur le long terme. Je dis bien sur le long terme, c'est-à-dire à 75 ans, 80 ans et au-delà. En général, ça commence plus tôt maintenant aussi les problèmes. Oui, ça commence plus tôt. Parce que comme les gens se tiennent moins bien que les anciens en fait. Après, souvent les pratiquants nous disent « Ah, mais ça fait tellement de bien la respiration abdominale ». Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté la respiration physiologique. La respiration thoracique. Voilà. Or, le thorax, c'est l'enveloppe des poumons. Le thorax, c'est la partie osseuse qui est la structure de soutien aux poumons. Plus cette structure des soutiens aux poumons a de l'ampliation, eh bien plus les poumons vont fonctionner. C'est aussi simple que ça. Pourquoi avons-nous cherché à dévoyer la respiration? C'est affolant. Parce que plus on réfléchit à cette question de la fonction respiratoire, plus on s'aperçoit qu'elle est dépendante du mouvement thoracique. Et alors, si on veut aller plus loin, c'est que le mouvement thoracique, il permet aussi le redressement de la colonne dorsale. Donc il permet le placement de la tête, il permet le placement des membres supérieurs.
Hein, le soutien aux membres supérieurs, c'est la colonne dorsale et le thorax. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour soutenir les membres supérieurs que le thorax et la colonne dorsale. Donc, plus vous allez être dans une position d'ouverture de la cage thoracique, eh bien, plus vous allez avoir une physiologie respiratoire, une physiologie vasculaire aussi. Attention, le cœur, hein, il est dans le péricarde et il est dans le médiastin. Et le médiastin, c'est les parois internes des poumons. Donc, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Je dirais même, il y a une urgence à neutraliser la respiration abdominale, à dire aux gens qui font de la respiration, arrêtez, vous allez à la catastrophe. Arrêtez ça. Passez tout de suite, revenez à la respiration thoracique. Le thorax est fait pour respirer avec le diaphragme. Et le diaphragme, il ouvre les 6 dernières côtes de chaque côté. Et à partir de là, les six dernières côtes supérieures peuvent s'ouvrir dans un mouvement d'harmonie entre les intercostaux externes et le diaphragme. La respiration, elle est là, elle n'est nulle, elle n'est pas ailleurs, elle est uniquement là. Et elle participe, comme je vous l'ai dit, au redressement de tout le haut du corps. Est-ce que, voilà, après, on pourra en parler plus longuement, mais ça fait l'objet j'en parle dans les masterclass, hein, pour tous les professeurs de yoga, les ostéopathes, les kinésithérapeutes qui viennent à cette formation. Bon. Et oui, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, Dominique ? 76 ans. Voilà, donc Dominique a 76 ans, il applique ses consignes, il applique ses recommandations. Les masterclass, on espère qu'il y en aura encore de nombreuses. Ben, je ne sais pas, mais au cas où moi je ne les assumerai plus, vous les assumerez, puisque vous participez à mes masterclass depuis le début. Voilà, très bien. Merci à tous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.